Et c'est peut-être la première bonne nouvelle de cette journée. Et je crois, compte tenu de mon expérience, pouvoir mesurer ce que les fumeurs ressentent quand ils entrent dans un lieu sans tabac. Et de ce point de vue, je peux être utile à notre objectif commun. Ensuite, et parce que notre démarche au sein du GHU a été une des premières et se déploie grâce au dynamisme du comité de pilotage qui a été lancé il y a plus d'un an, sous l'impulsion d'Hélène Gilardi et du docteur Metelli, que je remercie. Inspiré par l'exemple de l'Institut Gustave Roussy, et je salue la présence du docteur Berkane, notre stratégie s'inscrit dans notre projet d'établissement 2021-2025 et est totalement intégrée dans la stratégie cancer de notre groupe hospitalier universitaire. Donc, je suis très heureux que Saint-Louis ouvre la voie et soit le premier hôpital du GHU 100% de son tabac à compter d'aujourd'hui. Merci à Manuela Clapouchac et Élie Azoulay d'être là. Saint-Louis sera suivi par Beaujon et Lariboisière, mais ce qui est important, c'est d'avoir su définir une stratégie ouverte et bienveillante. Cette stratégie définie avec les professionnels et les usagers, avec l'appui du RESPAD, s'articule en fait autour de 3 axes: accompagner, communiquer, impliquer. Et c'est cette stratégie ouverte et bienveillante, j'insiste, mais je crois que c'est la clé du succès, qui est notre fil conducteur. Aujourd'hui, nous partageons ensemble les retours d'expérience de Saint-Louis, de Beaujon dans leur préparation, et puis les accompagnements du RESPAD. Nous le faisons avec la ferme volonté de poursuivre et de faire en sorte finalement que notre GHU soit, pourquoi pas, le premier GHU, lieu de santé sans tabac, à un horizon raisonnable. Avec toujours cette politique de tolérance, d'accompagnement et de changement progressif de nos pratiques. Plus que par la sanction, nous serons d'autant plus efficaces en étant fidèles à cette voie, j'en suis absolument convaincu. Et l'atteinte de ce résultat par le GHU, en fait, de lieux sans tabac pour l'ensemble des sites, répond, et il ne faudrait pas que nous l'oublions, à la prévention, qui est un des enjeux de santé publique fondamentale de notre temps, et qui est une mission depuis leur création, parfois oubliée, hélas, de nos CHU français. Donc, bravo à tous pour ce webinaire, pour votre participation. Restons tous mobilisés. C'est le mot d'ordre que je peux lancer aujourd'hui. Et merci de votre engagement. Je laisse la parole au docteur Metelli, me semble-t-il. Oui, bonjour à tous. Donc, merci, Monsieur Delpech. Et je vous rejoins sur le fait que arrêter de fumer n'est pas simple, pour l'avoir vécu aussi. Et je pense qu'on est nombreux à l'avoir vécu. Il y a beaucoup de bénéfices à le faire. En tant que tabacologue, médecin addictologue, chef de projet sur Lariboisière, Fernand Vidal, en travaillant avec Hélène Gilardi et Nathan Judet et d'autres personnes sur le COPIL du GHU Nord, et en travaillant aussi avec Laurence Roland-Burger et Catherine Pogam sur le COPIL de la PHP, il y a beaucoup de dynamique, beaucoup d'ambition pour la PHP. Et la signature de Nicolas Revel en décembre dernier le souligne bien. On a la chance d'avoir un programme très riche et intéressant aujourd'hui, avec Khalida Berkane qui va nous présenter l'exemple de Gustave Roussy, qui est très intéressant et dont on peut s'inspirer. On va avoir aussi la chance d'avoir Élie Azoulay et Manuela Clapouchac pour parler de l'exemple de l'hôpital Saint-Louis qui, comme vous le disiez, bascule hôpital sans tabac aujourd'hui. L'hôpital Beaujon aussi va nous évoquer toutes ces étapes d'avancement. On aura une vidéo aussi de Marianne Hochet sur la dynamique internationale et sur tout ce que le RESPAD peut apporter pour cette démarche. Il y aura un petit point sur la formation qui est présente à la PHP et Madame Fanny Mal nous fera une présentation complète à ce sujet. Et on a la chance d'avoir Catherine Pogam, directrice générale adjointe, qui fera la conclusion et qui est aussi la présidente du COPIL à PHP. Voilà, donc je laisse la parole à Khalida Berkane. Merci beaucoup Khalida pour ta présence et nous t'écoutons attentivement.
Bonjour à tous, je suis réellement ravie d'être parmi vous pour le lancement de votre journée. Quel plaisir pour moi de voir les établissements se succéder dans cette démarche et j'espère bientôt être tous certifiés avec tout le bienfait sur les patients, nos collaborateurs et la population en général. Donc, je me représente, donc, je suis le docteur Berken, je suis médecin addictologue à Gustave Roussy et j'ai coordonné le projet lieu de santé sans tabac de Gustave Roussy jusqu'à la certification OR en 2021. Et donc, c'est à ce titre que je viens partager mon expérience avec vous. J'ai volontairement évité de mettre des slides. J'ai voulu cette fois-ci sortir un peu du cadre de la slide et de vous livrer mon expérience vraiment telle qu'elle a eu lieu dans le temps. Donc, notre parcours a débuté par la conviction ancienne et profonde de toute une équipe et à sa tête le directeur général de Gustave Roussy qu'il faut faire mieux et plus sur la question du tabagisme. En effet, l'aide apportée individuellement à chaque patient dans son parcours de soins pour l'aider à se sevrer était insuffisante. Elle devait être complétée absolument par un cadre avec une symbolique forte, visible et dans lequel le patient pouvait trouver la cohérence nécessaire qui pourrait le porter vers le changement. Notre hôpital, comme vous le savez, est le premier centre européen de lutte contre le cancer, ne pouvait plus tolérer la présence de ce facteur de risque majeur à sa porte, voire à l'intérieur de la maison. Toute la littérature confirme son rôle du tabagisme dans l'augmentation de la morbimortalité au diagnostic de cancer, donc en prévention tertiaire. Et toutes les recommandations internationales demandent aux équipes de prendre en charge le tabagisme de leurs patients avec autant d'agressivité qu'ils prenaient en charge la pathologie somatique pour laquelle le patient était là, et encore plus lorsqu'elle était secondaire au cancer. Et comme vous le savez, le tabac est un facteur de risque pour 17 localisations de cancer avec une morbimortalité très élevée pour le cancer du poumon en particulier, malgré les progrès thérapeutiques récents. Toutes les recommandations, comme le Code européen contre le cancer également, demandent à ce que les professionnels de santé ne fument pas, éloignent le tabac de leur lieu de travail et offrent des environnements sans fumée à leurs collaborateurs. Il s'agissait donc également dans ce projet de protéger ceux qui ne fument pas et sont exposés à chaque entrée-sortie de l'établissement à l'épais nuage de fumée qui se propageait jusque dans nos bureaux, comme je vous l'ai dit. Alors qu'il existait un abri fumeur à quelques mètres de la porte, mais qui était toujours vide. À ce stade de notre projet, l'audit lieu de santé sans tabac, outil d'évaluation et un véritable cahier des charges pour la certification a été très précieux. Elle nous avait classé bronze à ce stade de notre projet, après analyse des réponses par le RESPAD, coordonnateur national de cette politique lieu de santé sans tabac, qui est resté à nos côtés jusqu'à la certification OR et je profite pour les remercier de nouveau. Ce résultat nous a permis donc de construire un projet dans la continuité et la complémentarité de l'existant. Et l'obtention du financement par l'ARS a été également une étape très importante. C'est un signal fort de la part de nos institutions de santé qui ont fixé la politique lieu de santé sans tabac comme une priorité du plan national de lutte contre le tabagisme. Ce soutien financier est très précieux parce qu'il nous a permis, et j'espère pour vous aussi, de faire des projets à l'aise avec des outils de qualité, comme par exemple des affichages de qualité qui vont résister au temps, des outils de communication, par exemple, produits par des spécialistes de communication en santé. Et ça, ce sont des choses qui aident et qui sont précieuses. Ce contexte donc idéal d'arrêt de tabac qu'on voulait créer dans notre établissement allait impliquer évidemment tous nos personnels qui interviennent auprès des patients, depuis l'accueil, le transport, les soins, la prévention, les ateliers donc de prévention. Et c'est ainsi que nous avons construit notre projet sur 3 axes. Un axe qui concernait les patients, dans lequel il s'agissait de former les personnels.
de sensibiliser, donc de former les personnels soignants, de sensibiliser les personnels non soignants en contact avec les patients, de développer les outils d'information spécifiques à notre patientèle, pour nous, la patientèle donc dans le contexte oncologique, et également intégrer des cours d'addictologie, de tabacologie, mais aussi plus largement d'addictologie à tous les diplômes universitaires qui sont dispensés sur Gustave Roussy. Pour l'axe personnel, nous avons inscrit une formation dans notre catalogue de formation interne qui s'adressait aux soignants et non-soignants sous forme d'ateliers de sensibilisation qui allaient donner une espèce de culture tabagique à tous, qui allait expliquer les enjeux d'un tel projet et qui permettait aussi de relayer l'information. Nous avons également ouvert très largement notre consultation de tabaco à tous nos personnels, soignants et non soignants, et proposé des substituts nicotiniques oraux sur les heures de travail au personnel qui allait devoir s'abstenir pendant les heures de travail ou alors faire plusieurs dizaines de mètres pour sortir à l'extérieur fumer. Pour cet axe, la collaboration a été étroite avec la direction des ressources humaines, la médecine du travail, les cadres de santé, absolument indispensables, le service formation et notre service de pharmacie qui nous a énormément aidés. Pour l'axe environnement, nous avons intégré l'interdiction de fumer dans le règlement intérieur, c'est une étape fondamentale. On a déposé l'abri fumeur et tous les cendriers. Ça, c'est une question qui revient souvent, mais on a estimé que leur maintien véhiculait l'idée de la normativité du tabagisme et on les a remplacés par de la végétation et on a délimité très clairement les périmètres où il est interdit de fumer. C'est aussi une étape importante parce que les confusions peuvent toujours subsister, surtout lorsque vous avez sur votre campus, par exemple, des unités de recherche qui ne sont pas des agents ou des salariés de l'hôpital, peuvent aussi se poser la question, est-ce que nous, on est concernés ou pas? Donc, nous, on a délimité le périmètre. Tout ce qui était à l'intérieur de Gustave Roussy était interdit de fumer et de vapoter. À ce stade, la collaboration avec le service juridique, importante, le service de sécurité qui nous a beaucoup aidés, le service qualité, le service communication toujours et dans tous les axes. Nous avons fait un choix stratégique de privilégier, de commencer le projet par l'axe environnement. C'est celui qui est le plus complexe, qui peut donner lieu à beaucoup de débats, de discussions, de réticences. Et on a préféré être encore bien en forme en début de projet pour faire face à cet axe. Mais également parce que quand vous posez ce cadre-là environnemental, ben les autres axes se développent plus facilement. Vous avez déjà créé le bouillon de culture et les axes personnels et patients vont aller se développer et, tout à fait correctement et même plus facilement. Donc, à l'étape de l'axe environnement, la communication interne et externe a été cruciale. Présentation directe du projet aux différentes instances, affichage de phase 1 annonçant le projet, mail régulier aux collaborateurs, échange informel, modification de nos supports de communication. Alors oui, évidemment, il a été question de liberté individuelle, de choix de tout un chacun de prendre le risque qu'il le souhaite pour sa santé, que les patients sont trop stressés, qu'on allait leur rajouter un problème, que les personnels sont stressés et qu'ils allaient l'être encore plus par cette contrainte. Néanmoins, les réponses qu'on a apportées, les arguments documentés par la littérature scientifique, la restitution des expériences des autres établissements européens certifiés OR ont fini par réduire et faire disparaître les appréhensions des derniers sceptiques. Globalement, tout le monde s'accordait à dire que c'était quelque chose qui était nécessaire pour un établissement et même en grande majorité les fumeurs. Nous, en revanche, on s'est engagé auprès de nos instances à fournir une information ciblée, récurrente, actualisée à toutes les catégories professionnelles, ainsi qu'aux usagers sur la finalité de ce projet, en regard aux enjeux de santé publique, son caractère normatif, les actions et les sanctions prévues en cas de non-respect. On s'engageait également à apporter au personnel et aux patients tout le soutien nécessaire à l'application
effective de cette interdiction de fumer, en particulier en leur proposant d'accéder au programme d'aide au sevrage tabagique dans l'établissement, mais également au plan national, en leur fournissant des catalogues où ils pouvaient trouver les adresses près de chez eux et les sites les plus sérieux, les applications les plus sérieuses pour l'aide au sevrage tabagique, mais aussi des informations sur les méthodes alternatives qui foisonnent dans nos médias. On a également s'est engagé à assurer la formation du personnel, leur permettant de relayer et de rappeler l'information auprès de nouveaux personnels, puisque, comme vous le savez, le turnover est assez important ces derniers temps. Et de corriger rapidement, sans hésitation ni exception, toute tentative de contournement. C'est vraiment quelque chose qui est très important à mettre en place en début du projet, parce que si il ne se passe rien, qu'il y a des affiches et qu'il ne se passe rien derrière, le projet est vraiment mis à mal et mis en danger. C'est ainsi donc que nous avons avancé, convaincus, confiants, grâce à l'adhésion de nos patients et de nos personnels. Cette adhésion a été confirmée par des enquêtes locales auprès de nos collaborateurs et de nos patients qui sont revenus très majoritairement en faveur de l'application de l'interdiction de fumer. Notre lancement officiel a eu lieu le 21 août 2021. On s'est saisi d'une petite fenêtre entre deux confinements pour annoncer la mise en place de notre politique, ce qui nous a permis d'observer les changements de comportement des fumeurs parmi nos patients, parmi nos visiteurs et nos personnels, qui respectaient en majorité cette interdiction de fumer, et puis les retours très positifs des non-fumeurs parmi nos patients et nos collaborateurs. La question qu'on nous posait la plus souvent, c'était pourquoi vous ne l'avez pas fait plus tôt? Aujourd'hui, à 17 mois de cette certification et après une crise sanitaire majeure, il faut de nouveau former, communiquer, convaincre les nouveaux arrivés, les nouveaux dirigeants aussi, qui n'ont pas été impliqués dans le processus depuis sa naissance. L'équipe coordinatrice poursuit ses réunions trimestrielles pour améliorer encore chaque axe du projet, évaluer les actions qui ont été entreprises, analyser les manquements, proposer des solutions adaptées, toujours en concertation, mais avec la conviction que les mesures coercitives font également partie des solutions. Vous le savez, on n'obtient pas les changements de personnes, comme pour toutes les actions, sans avoir une sanction possible derrière, mais évitable chaque fois qu'on peut l'éviter, évidemment, mais nécessaire néanmoins. Pour finir, la mise en place d'une politique LSST dans un établissement de santé semble aujourd'hui évidente lorsque j'entends votre direction, vous-même, et puis ce matin, d'autres établissements où je suis intervenue. C'est un vrai bonheur parce que ce n'était pas gagné il y a 3-4 ans. On n'avait pas autant d'adhésion, autant de conviction pour cette politique. Néanmoins, donc, le soutien de la direction est fondamental, et ça, j'ai pu le constater aujourd'hui, et c'est vraiment formidable. Cette politique, on en est convaincu, protège les patients, les personnels, contribue au contrôle de l'épidémie tabagique en limitant les méfaits et les coûts, parce que lorsqu'on parle de liberté individuelle, la facture est quand même présentée à la fin à la société tout entière. Donc, effectivement, nous avons une responsabilité, chacun de nous, et les fumeurs également, même si effectivement leur addiction doit être accompagnée, ils ont une responsabilité. C'est un véritable fardeau pour toute la société. Cette politique entre également en cohérence avec les plans de santé qui remettent actuellement la prévention au premier plan. C'est le cas, par exemple, du rapport du Haut Comité de la Santé tout récent de mars 2023. Cette politique est maintenant fortement soutenue par les ARS. Elle est accompagnée de façon très importante par le RESPAD et elle est aidée maintenant pour les établissements qui souhaitent la mettre en place par les établissements précurseurs. Je ne peux que vous souhaiter un succès complet dans votre démarche lieu de santé sans tabac
et vous attend, j'espère très vite, sur la liste des certifiés or du réseau mondial des hôpitaux sans tabac. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Khalida. Je pense que nous n'allons pas avoir le temps pour des questions, mais il y en aurait tellement. En tout cas, moi, je retiens dénormalisation, ça, je pense que c'est un mot majeur, et développement durable. On va immédiatement laisser la parole au professeur Elie Azoulay et à Madame Manuela Clapouzac pour l'hôpital Saint-Louis. Et donc, vous avez la parole. Merci. Alors, comme l'a rappelé le directeur général du GHU Nord, la stratégie lieu de santé sans tabac figure dans notre projet d'établissement 2021-2025 et elle est intégrée à la stratégie cancer du GHU. Saint-Louis étant le site de référence en oncologie, nous sommes le premier hôpital du GHU et de la PHP à devenir un lieu de santé sans tabac à compter de ce jour. Nous avons structuré notre démarche en 3 temps forts, un temps de communication, un temps d'accompagnement et un temps d'implication des professionnels. L'axe communication a été un axe très important pour nous. On a été un des premiers sites à avoir signé la charte Hôpital sans tabac à l'ARS Île-de-France en mai 2021. On a ensuite, avec l'aide de l'ARS, pu développer une signalétique très variée, dense et pédagogique, qui a été l'un des modèles utilisés pour tous les établissements de la PHP. Nous avons également beaucoup partagé notre démarche dans les différentes instances de l'hôpital, que ce soit en BEX, donc notre CME local, en assemblée de sites, pour les instances représentatives du personnel également, en CHSCT et encore aujourd'hui en formation spécialisée. Nous avons mené une démarche de sensibilisation auprès de tous les professionnels, qu'ils soient du personnel médical ou du personnel non médical, avec de larges réunions d'information qui étaient mensuelles, également lors des journées d'accueil pour tous les nouveaux arrivants et sur des publics ciblés et des lieux ciblés, comme par exemple pour l'accueil des nouveaux internes ou encore lors des journées donc, qui sont organisées pour les cadres et dans des lieux spécifiques comme le SELF. En parallèle de cette démarche de communication, nous avons axé notre politique sur l'accompagnement. Je passe la parole à M. Azoulay. Alors en effet, en termes d'accompagnement, tout d'abord, la procédure n'a pas été une procédure abrupte. Il y a un peu plus de 18 mois, un espace transitionnel avec des zones de tolérance temporaires qui ont été installées et qui ont permis d'abord d'amener sur le site une espèce de philosophie du sevrage et de bien faire comprendre que les choses étaient en cours, qu'il y avait une procédure en cours. En termes d'accompagnement aussi, il y a eu des formations. Et là, il faut rendre hommage à toute l'équipe d'addictologie et de psychiatrie, Romain Sicot, les infirmières, et qui ont vraiment été tisser un maillage local, service par service, personnel par personnel, pour annoncer la mesure et pour prévenir de cet accompagnement. Il faut bien voir que l'organisation a été celle d'une transition de paradigme pour annoncer que le schéma prévalent devenait un schéma sans tabac. Et cet accompagnement et cette communication ont permis justement d'amener les uns et les autres à une certaine logique du sevrage, peut-être de façon volontaire ou peut-être de façon accompagnée. Dans ce sens, il y a eu une formation par les équipes d'addictologie des infirmières de médecine du travail qui elles-mêmes se sont mises en marche pour pouvoir accompagner et communiquer autour du sevrage tabagique. Il y a eu tout un développement en tutoriaux, on va dire, pour cibler un certain groupe d'âge qui est peut-être plus en nécessité d'accompagnement pour le sevrage tabagique, avec des méthodes de e-learning, mais aussi des méthodes de QR code qui permettent d'accéder, on va dire, plus facilement et peut-être plus discrètement à une notion d'accès à ce sevrage tabagique et finalement de répondre à une demande qui était importante sur le site. Exactement. On a une implication assez forte des personnels du site. Il y a une enquête que l'on a menée en 2022 qui s'intitulait « Tabagisme en blouse blanche », qui avait été menée en collaboration avec le RESPAD. C'était en mai-juin 2022 et pour laquelle les résultats à Saint-Louis étaient très encourageants puisque nous avions 78% du personnel qui trouvaient que la démarche était une démarche de qualité à accompagner. Nous avons également développé tout un axe autour des ambassadeurs qui sont des professionnels volontaires, du personnel médical, mais aussi du personnel non médical, qui se trouvent dans les services et qui sont là pour accompagner les fumeurs dans l'hôpital sans tabac.
À ce jour, donc, nous avons mené 3 réunions avec ces ambassadeurs qui sont au nombre de 20 et on continuera pour les prochains mois et jusqu'à la fin de l'année à former ces ambassadeurs et à en augmenter le nombre. Et puis pour aller dans une logique de répondre à une attente qui était très importante de la part des fumeurs, c'était de les impliquer, mais du coup avec un regard très guidant sur la prescription de substituts nicotiniques, qu'ils soient d'ailleurs par voie orale ou par voie sous-cutanée, et qui permettait justement de faciliter la prescription en ayant un axe de délégation de prescription paramédicale pour les substituts nicotiniques et pour finalement, on va dire, démocratiser une démarche qui répondait à un besoin très spécifique d'aide au sevrage. Alors concrètement, qu'est-ce qui change aujourd'hui? On avait mis en place à Saint-Louis des zones de tolérance pour pouvoir fumer. Aujourd'hui, ces zones de tolérance sont supprimées. On avait également installé un abri sur le parvis de l'hôpital qui est aujourd'hui transformé en abri à vélo. On peut toujours vapoter à l'intérieur comme à l'extérieur de l'hôpital. Et nous avons aujourd'hui installé plusieurs stands de sensibilisation que tous les personnels pourront visiter aujourd'hui à l'occasion de cette journée qui est aussi la journée mondiale sans tabac. Et donc, nous avons notamment un stand qui est animé par l'équipe mobile d'addictologie avec des propositions d'escape game, de kits de substitution nicotinique, de politique de prévention et un stand qui est animé par nos ambassadeurs de la démarche, le professeur Elie Azoulay étant notre ambassadeur médical. Et puis sur une notion, on va dire, toujours de communication, on n'est pas ici dans une démarche de sanction. Il n'est pas question de sanctionner les fumeurs par rapport à d'autres personnels ou d'autres personnes qui, elles, ne fument pas. Il est question ici de répondre à une demande et de donner un accès facilité et accéléré à la possibilité de se sevrer du tabac. Et les infirmiers doivent être applaudis, les médecins aussi, et probablement que l'ensemble des gens travaillant à l'hôpital sont à applaudir. Donc, il n'est pas du tout question de sanctionner ou d'amener, de désigner avec l'index. Il est question d'accompagner et de répondre à une demande de la part des fumeurs, qui est celle de faciliter le sevrage tabagique et de les accompagner vers quelque chose qui sont les premiers à demander et que nous sommes aujourd'hui là pour accompagner. Exactement. Donc, on s'inscrit bien dans une démarche d'exemplarité et d'accompagnement de l'ensemble des professionnels sur cet enjeu de santé publique. Merci beaucoup. Je tiens à souligner, vu qu'aujourd'hui nous parlons des rencontres du GHU, que dans le cadre du COPIL GHU, vu que vous en avez parlé, M. Azoulay, et vous aussi, Mme Clapouzac, toutes les ELSA de tous les hôpitaux de l'ensemble du GHU sont impliquées sur tous les sites. Robert Debré, Bichat, Louis Mourier, Beaujon, évidemment, à qui nous allons laisser la parole juste après. Donc, en termes de formation, il y a évidemment, vous en avez parlé, M. Azoulay aussi, le e-learning qui est déployé, la possibilité de prescrire dans l'ambis. Donc, il y a beaucoup d'axes qui sont promus. Et donc, on va laisser immédiatement la parole à l'hôpital de Beaujon, à M. Dupart, Mme Rouvray, Sophie Calamarides, merci Sophie, et Mme Achard, pour nous présenter le défi relevé par l'hôpital Beaujon. Merci. Bonjour à tous, je suis le docteur Sophie Calamarides. On a décidé de faire une présentation à 3 voix, puisque Marie Rouvray est à côté de moi et Guillaume Dupart et Valérie Achard nous écoute puisque je la vois affichée. Slide suivante. Alors, Beaujon, en fin de compte, a une histoire et une culture de prévention du tabagisme ancienne, puisque dès les années 2000, il y avait la création d'un comité de prévention du tabagisme, avec bien sûr l'organisation des Journées mondiales sans tabac du 31 mai. Dès les années 2000, les fumeurs, qu'ils soient patients ou personnels, étaient déjà pris en charge avec une consultation gratuite et la possibilité de délivrer des substituts nicotiniques gratuits au personnel. Depuis 2019, il se trouve que je suis arrivée en 2019 et avec la création de l'équipe de liaison ELSA à Beaujon. Et d'emblée, j'ai travaillé avec le service d'anesthésie du professeur Jean Mans sur la prise en charge du tabagisme périopératoire. Bien sûr qu'à cette époque-là, Catherine Pogan était encore avec nous et on a travaillé ensemble.
En 2011, nous avons fait une première enquête du tabagisme en blouse blanche qui a, dès 2011, confirmé la valeur d'exemplarité des soignants et l'image aussi négative du tabagisme en blouse blanche, avec une nécessité de réinvestir la problématique du tabac et le message de prévention des blouses blanches de l'hôpital sans tabac pour être en cohérence avec notre engagement. Nous avons fait en 2013 un reportage photo sur Mon Hosto sans mégot, et si vous voyez la photographie, vous voyez qu'on est bienvenu à Mégoland, et le souci de l'environnement et de la propreté de notre hôpital était déjà majeur. En 2016, il y a un renouveau avec une redynamisation de la problématique tabac avec les pouvoirs publics et la mise en place du mois sans tabac au mois de novembre. Et dès 2016, nous participons à cette première édition du mois sans tabac. En 2019, il y a une création de protocole de sevrage tabagique du patient fumeur hospitalisé à l'hôpital Beaujon grâce à une élève étudiante IPA en médecine interne qui nous permet de le mettre en place. Slide suivante. Donc, on voit bien qu'il y a une culture ancienne, il y a eu des moments de pause, puisque entre 2013 et 2016, c'était plutôt, il y avait voilà, une pause et probablement qu'il a fallu en 2021 le soutien de notre directeur à ce moment-là, Arnaud Giraudet, où on a fait une première réunion de ce que j'ai appelé la task force vers un hôpital Beaujon sans tabac. Et à l'occasion du 31 mai, la journée mondiale 2021, on a voulu interpeller les fumeurs de l'hôpital à nous aider à réfléchir, et c'est pour ça qu'on a fait ce questionnaire vers un hôpital sans tabac, fumeurs, aidez-nous à réfléchir. On voyait que les personnels fumeurs étaient plutôt d'accord pour qu'on les aide à ne pas fumer sur leur lieu de travail, en les aidant avec des alternatives, que ce soit la substitution nicotinique ou la vape, et la possibilité d'avoir des zones de tolérance à l'extérieur de l'hôpital. Slide suivante. Les choses se sont accélérées à partir de septembre 2021 avec la création du premier COPIL lieu de santé sans tabac, la passation de l'audit lieu de santé sans tabac qui était à 64 sur 141, qui nous permettait d'avoir un niveau bronze en auto-évaluation, et le fait d'avoir une réponse positive à l'appel à projet de l'ARS d'Île-de-France qui nous a permis d'avoir une subvention de 104 000 €. Bien sûr que ça n'aurait pas pu être fait sans le partenariat avec le RESPAD, puisque nous suivons tous le modèle des lieux de santé sans tabac que le RESPAD coordonne. Et il a fallu justement trouver une stratégie pour pouvoir mener à bien cette démarche de lieu de sans tabac avec la constitution de 2 sous-groupes de travail, un plutôt du côté politique, stratégie et formation, et un deuxième, offre de soins et prise en charge des patients usagers et personnels. Ce deuxième groupe de travail ayant déjà très avancé, alors qu'il y avait toute la dynamique à mettre au niveau politique et stratégie et formation. Slide suivante. Donc, nous avons continué à sensibiliser le personnel et les patients et visiteurs avec la Journée mondiale sans tabac de 2022, où là, nous avons fait l'enquête en blouse blanche, qui a permis de voir en effet que c'était quelque chose qui était plutôt bien accepté, même si on était autour des 75%, comme citait aussi Saint-Louis. On peut espérer qu'au fur et à mesure du temps, on puisse avoir des chiffres qui vont s'améliorer. Nous avons pu signer la charte de santé sans tabac le 19
octobre 2022. Vous voyez la photo avec le président du RESPAD, Annie Benamina, Olivier Corcos, le directeur du site qui représente la communauté médicale, et notre directeur de GHU. Nous poursuivons notre temps de sensibilisation qui sont essentiellement le mois sans tabac et la journée mondiale sans tabac. Et bien sûr que notre objectif sera d'arriver bien sûr à la médaille d'or pour l'audit LSST, mais je pense qu'on va encore avoir besoin de temps. Je laisse la parole à Marie Rouvray. Non, Guillaume. Ah, Guillaume, excuse-moi, Guillaume Dupart. Alors, slide suivante. Alors, on s'est axé également sur la sensibilisation des professionnels et des futurs professionnels. Donc, avec notamment plusieurs participations à des actions, comme les journées de la nuit, donc en 2022 et 2023, comme des cafés QVT en 2022. Nous avons également fait intervenir le représentant des usagers dans le cadre engagement patient. Nous avons créé un lien avec le réseau, avec la ville de Clichy, donc avec des actions notamment sur le marché de Clichy en 2022. Et enfin, un partenariat avec le centre médical de la ville de Clichy et l'hôpital Gouin, qui est un hôpital également sur Clichy. Nous avons mis en place, il y a quelques mois, des maraudes, donc des maraudes avec des personnels de l'UTAMA, des personnels de l'encadrement, personnel de la logistique, de la sécurité. Ces maraudes se veulent mensuelles, pluridisciplinaires, comme je viens de le citer, et elles permettent de sensibiliser les différents fumeurs rencontrés, notamment dans les escaliers à l'intérieur de l'hôpital Beaujon. Suite à ces maraudes, on effectue une grille d'évaluation des zones sauvages, et ces grilles sont adressées donc, au cadre de santé des secteurs concernés, qui permettent donc du coup de sensibiliser leurs professionnels respectifs. Aussi, nous nous sommes rapprochés en 2022 de l'IFSI de Beaujon. Nous avons rencontré tout d'abord l'équipe pédagogique, donc l'ensemble des formateurs avec la direction. Et nous avons rencontré, notamment avec le docteur Calamaridès, les promotions d'étudiants en soins infirmiers pour les sensibiliser sur le lieu de santé sans tabac. Nous avons également sensibilisé les représentants des étudiants de l'IFSI qui étaient déjà engagés sur cette journée sans tabac par la distribution de kits par l'ARS en 2022. Nous avons participé aux actions de santé publique sur le site, et particulièrement donc, du coup, au mois sans tabac 2022 et à la journée sans tabac de ce jour. Et depuis notre rencontre avec l'IFSI Beaujon, nous avons développé des offres de stage au niveau de l'UTAMA. Diapositive suivante. Alors là, vous pouvez voir donc, du coup, plusieurs photos donc, de façon chronologique. Donc, avant la campagne, vous voyez, donc, sur la gauche, nous avions des cendriers avec pas mal de mégots à terre au pied des cendriers. Ces cendriers ont été retirés et nous avons mis en place des cyclopes, ce qu'on appelle les cyclopes, pour récupérer les mégots, avec du coup une zone beaucoup plus propre que cela par rapport à ce qui existait auparavant. Voilà, je passe la parole maintenant à Marie Rouvray. Eh bien, bonjour. Moi, je vais vous présenter plutôt l'axe offre de soins. Donc, on a fait deux bras, un axe de soins dans un premier temps pour le personnel fumeur. Donc, on a posé d'abord des objectifs qui étaient de faire connaître en fait la stratégie LSST à tous les personnels de l'hôpital, mais surtout au personnel fumeur. Et pour ce faire, on voulait aussi les accompagner vers leur arrêt ou en tout cas vers leur modification de comportement vis-à-vis du tabagisme.
Les actions qu'on a mis en place, on a créé enfin, ils étaient déjà créés, mais on a développé l'offre des ateliers de tabac qu'on propose au sein du l'UTAMA et aussi des ateliers ETP pluriel, c'est transversal, où on a créé un atelier « Et si on parlait tabac ». Il y a aussi un atelier tabac parentalité en maternité. Nous avons aussi comme action fait des stands au niveau du hall central, de l'entrée de notre hôpital, des vestiaires où les personnels se changent et du self pour informer et sensibiliser les fumeurs à l'aide à l'arrêt du tabac. Nous avons aussi fait par l'UTAMA essayer de faire une grande visibilité de notre prise en charge au sein de notre service. Et nous avons également une année fait un stand VAP, un speed dating VAP, voilà, qui permettait en fait à ceux qui avaient essayé la VAP de pouvoir en discuter et permettre aux fumeurs de tester en fait les différentes VAP. Tout ça dans un projet de réduction de risques et des dommages. Les résultats qu'on a pu constater avec toutes ces actions, c'est que clairement, il y a eu un vrai impact au niveau de l'environnement, comme on a pu voir sur les images précédentes, et on a gagné un vrai gain de propreté au niveau de l'hôpital Beaujon. Et aussi et surtout, l'image de notre établissement s'est améliorée avec la disparition des fumeurs aux entrées des bâtiments et aussi l'amélioration de l'image des professionnels où il n'y a plus de fumeurs en blouse blanche. Certains services, en fait, ont décidé de se challenger et ils sont venus en groupe pour pouvoir arrêter ou diminuer le tabac. Et on a aussi eu des personnels qui ont décidé de faire un petit challenge individuel et qui ont pu être pris en charge à l'UTAMA. Tout ça a fait qu'on a augmenté significativement la délivrance de substituts nicotiniques et la prescription aussi de substituts nicotiniques. Nos perspectives, c'est développer de l'information de soins dans nos abris, parce qu'on n'a pas encore mis suffisamment d'affiches pour développer l'information. Et à long terme, enfin à court terme, dans 1 an, pile poil, c'est la disparition des zones de tolérance. Donc, 0 tabac à l'hôpital Beaujon. Rendez-vous l'année prochaine. C'est ça. L'autre axe, du coup, dans l'offre de soins, c'était de permettre au personnel de pouvoir prendre en charge les fumeurs qui arrivaient au sein des consultations ou en hospitalisation. Donc, l'idée, c'est que tous les personnels, quels qu'ils soient, donc médicaux, paramédicaux, mais aussi les personnels d'accueil, les diététiciennes, enfin vraiment tous les personnels puissent demander et repérer le statut tabagique de chaque personne entrante à l'hôpital et d'évaluer aussi leur dépendance. Et par la suite, de pouvoir proposer des prescriptions de substituts nicotiniques, alors soit pour arrêter, soit pour diminuer, ou aussi pour le confort des patients, parce qu'il y a certains patients qui ne peuvent pas sortir de leur lit et du coup, qui sont en syndrome de sevrage, et c'est aussi pour leur confort. Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a été à l'accueil des nouveaux arrivants. Voilà, on est parti aussi pour leur montrer tout ce qu'on faisait et qu'on était rentré dans le lieu de santé sans tabac et leur dire qu'il y avait un protocole en fait qui a été créé, ce que disait Sophie, à l'aide d'une élève IPA. Et ce protocole, c'est prise en charge systématique des patients fumeurs dès leur admission dans les services. On a aussi, à l'aide de la formation de l'hôpital Beaujon, créé des codes sessions, créé des formations continues. Donc, plusieurs formations ont été faites. Patients fumeurs repérer et agir, repérage précoce et intervention brève en tabacologie, prescription de substituts nicotiniques par les infirmières et bien sûr le e-learning tabac. Et tout ça, on a fait aussi des petits flyers pour montrer notre offre de soins en tabacologie.
Les résultats, j'ai bientôt fini. En fait, on a eu un grand nombre d'inscrits à nos formations continues. On a eu aussi certaines catégories de professionnels qui sont beaucoup mobilisés pour pouvoir assister à ces formations et pouvoir être acteurs en fait dans la démarche LSST et la prise en charge du patient fumeur à l'hôpital. Les psychologues, les infirmières en pratique avancée et les infirmières de coordination. On a eu aussi 3 élèves infirmiers en 2e année qui ont fait un joli travail sur repérage des dommages. Voilà, nos perspectives. Donc, c'est élargir, bien sûr, les formations du repérage précoce et de l'intervention brève à l'ensemble de l'hôpital Beaujon. Et pour conclure, slide suivante, s'il vous plaît, je vais citer Valérie Achard qui nous dit que le tabac est l'affaire de tous et pas seulement celle des addictologues. Merci. Merci beaucoup pour votre présentation très riche et très intéressante. Et effectivement, on ne peut que tous être d'accord sur ce message de Valérie Achard qui est indispensable. Et sans aucune transition, on va immédiatement passer à la vidéo que nous a préparée Madame Hochet. Voilà, je vous laisse écouter. Très intéressant. Bonjour à tous, merci beaucoup aux organisateurs de me donner la possibilité d'intervenir aujourd'hui. Ce que je vais faire pendant ces 5 prochaines minutes, c'est essayer de... Et puis à quel point elle fait finalement un peu tache d'huile et elle se répercute aussi dans d'autres établissements au-delà des lieux de santé dont on a l'habitude de parler. Moi, je m'appelle Marianne Hochet, je travaille au RESPAD où je suis responsable ressources et développement. Et même si je ne suis pas présente en direct aujourd'hui avec vous, je vous laisserai mon adresse mail à la fin de cette présentation si toutefois vous aviez des questions. Oui. Pour commencer, quelques éléments de contexte et de rappel, puisque j'imagine que ce sont des éléments qui vous sont déjà familiers. Le réseau Hôpital Sans Tabac, c'est une histoire très ancienne qui a commencé en 1995, comme vous le voyez ici, et qui s'est déclinée dans le temps dans les hôpitaux essentiellement, puis plus largement à partir de 2017 dans les lieux de santé. L'idée, c'était d'être de plus en plus inclusif et de se dire que cette démarche, cette stratégie de prévention et de prise en charge systématique des fumeurs ne pouvait pas être cantonnée finalement qu'aux hôpitaux et devait au contraire être beaucoup plus englobante et plus large sur différents lieux de santé. C'est un projet, comme vous le savez, qui a été financé à partir de 2018 par le Fonds de lutte contre les addictions et projet pour lequel le RESPAD a obtenu une coordination nationale à cette occasion. Actuellement, on est dans la reconduite du projet, c'est-à-dire des objectifs nouveaux d'inclusion d'encore plus d'établissements que ce qui a déjà été mis en place, et puis d'aller plus loin pour les établissements qui sont déjà investis dans cette démarche pour mettre en place de plus en plus d'actions et toucher de plus en plus de patients. L'idée de lieu de santé sans tabac, c'est bien sûr de respecter la législation, donc d'interdire le tabagisme au sein de l'établissement, mais c'est aussi aller beaucoup plus loin en proposant des actions de prévention, de prise en charge, de repérage systématique des fumeurs, et ça à destination de plusieurs publics cibles, à savoir à la fois les professionnels de la structure, soignants et non soignants, les usagers, les bénéficiaires de soins, et puis le grand public, donc les visiteurs, les prestataires, tous ceux qui à un moment donné vont graviter sur le site de l'établissement de santé. La stratégie lieu de santé sans tabac, c'est du coup un ensemble d'initiatives articulées, des initiatives qui vont être bien sûr médicales, mais aussi administratives et politiques, avec par exemple de la formation, l'aménagement d'espace, de la communication qui doit être très soutenue. C'est un projet qui est collectif, qui est pluriprofessionnel et qui va être coordonné par un comité de pilotage qui va débattre et planifier les différentes actions pour les coordonner, les articuler entre elles et finalement créer une cohérence dans la mise en place du projet sur l'établissement. Et puis, c'est une stratégie qui va bien sûr tendre, à échéance du projet, à la disparition du tabagisme à l'intérieur comme à l'extérieur de l'établissement de santé, avec pour ce faire plein de mesures qui sont mises en place pour accompagner les fumeurs vers l'arrêt ou, à minima, vers l'abstinence quand ils sont sur le site de l'établissement.
Aujourd'hui, le lieu de santé sans tabac en France, c'est 2 établissements qui ont atteint le niveau OR en répondant à l'audit, qui est cet outil d'auto-évaluation qui permet à tout établissement de se situer dans la démarche. 10 établissements qui ont atteint le niveau argent, et vous le savez peut-être, le premier établissement de la PHP qui a atteint ce niveau argent, l'HEGP, très récemment. Et puis plus de 150 établissements qui atteignent le niveau bronze, donc qui montrent déjà un vrai engagement dans cette démarche avec des actions qui se mettent en place petit à petit et qui permettent d'avoir un objectif beaucoup plus élevé à court ou moyen terme. Lieu de santé sans tabac, c'est aussi des signatures de charte qui sont le moyen pour les directions de signifier leur engagement et de rappeler à l'hôpital que l'ensemble des acteurs doivent être partie prenante du projet. C'est environ 1000 audits qui ont été complétés, 20 000 questionnaires à destination des professionnels qui ont été remplis et plus de 10 000 questionnaires à destination des patients qui l'ont été également. Tous ces chiffres pour dire finalement que Lieu de santé sans tabac, c'est une démarche qui est loin d'être isolée, c'est une démarche au contraire très englobante qui se répercute dans plein d'établissements, quelle que soit leur structuration, et qui fonctionne peu importe le type d'établissement dans lequel on évolue. Tout ça grâce aussi à un soutien et à des outils, notamment des colloques qui ont permis de communiquer sur les bonnes pratiques, sur les initiatives qui existent déjà, de la formation évidemment, de la formation de professionnels qui après sont à même de diffuser les savoirs, les savoir-faire, les savoir-être, et puis bien sûr des financements qui sont essentiels pour pouvoir coordonner un projet sur un établissement. Lieu de santé sans tabac, au-delà de la France, c'est aussi une démarche qui existe à l'international, notamment par le biais du GNTH, qui est le Global Network for Tobacco Free Healthcare Services, qui est finalement l'association internationale des lieux de santé sans tabac. Ce réseau international, il va fédérer un certain nombre de membres qui sont en fait des pays, en l'occurrence 14 pays membres, et sur ces 14 pays, vous voyez qu'on retrouve des établissements de niveau OR dans 11 d'entre eux. Et puis, si on s'intéresse un peu à ce qui se passe en France, on sait qu'on a 2 établissements OR en France, alors que par exemple à Taïwan, il y en a plus de 40. Et donc ça, c'est voilà, une vraie perspective pour nous de se dire que non seulement on n'est pas le seul pays à s'engager dans ces démarches, mais en plus, on a encore à apprendre de ce qui est fait par nos voisins européens, et puis bien au-delà, notamment en Asie, parce qu'il y a une vraie implantation de ces dispositifs de prévention, de promotion de la santé, d'où l'importance de s'en saisir pour rattraper aussi ces pays voisins. Au-delà des établissements de santé, lieux de santé sans tabac, on a aussi d'autres établissements finalement qui s'impliquent, notamment des écoles de santé avec le projet École de santé sans tabac qui est porté également par le RESPAD et qui est piloté pour l'instant au niveau de la PHP. Vous le savez, des espaces sans tabac, notamment des terrasses, des plages, des parcs sans tabac également. Donc tout ça, ce sont des lieux finalement qui, à échéance quelques années, créeront un continuum d'espaces sans tabac préservés de ce tabagisme et du tabagisme passif et qui permettront à chacun en fait d'être préservé de cette exposition au tabac et puis éventuellement de tendre vers un arrêt quand c'est possible. Tout ça pour dire que les lieux de santé sans tabac, c'est une première étape d'une démarche qui est bien plus importante, qui va bien au-delà des lieux de soins, des lieux de prise en charge, puisque l'idée est vraiment de créer un continuum et puis de dénormaliser le tabagisme, comme on l'entend souvent dire aujourd'hui. Pour conclure sur cette rapide présentation, l'idée c'est de garder en tête que le lieu de santé sans tabac, c'est à la fois une démarche historique, mais c'est aussi une démarche qui est portée à des niveaux différents. Au niveau national par le RESPAD, soutenu au niveau régional, notamment par les ARS, par les missions d'appui, et qui est mise en place au niveau local avec des professionnels motivés qui vont être moteurs dans leur établissement pour mettre en place les actions et faire continuer et pérenniser le projet. C'est aussi une démarche internationale qui est certifiante au plus haut niveau d'accomplissement avec ces établissements qui atteignent le niveau OR. Et puis, c'est aussi une porte d'entrée vers la prévention du tabagisme bien au-delà des établissements de santé, notamment dans les écoles de santé, qui vont prendre en charge les fumeurs plus tôt et qui vont sensibiliser à la prévention les professionnels en amont de leur prise de poste. C'est aussi une porte d'entrée vers la promotion de la santé, donc cette idée d'avoir une démarche beaucoup plus englobante qui s'intéresse à plein de facteurs de risque, plein de déterminants de santé, mais surtout qui s'intéresse à donner la capacité à chacun d'agir de façon favorable sur sa santé. Et c'est vraiment ce à quoi tend le lieu de santé sans tabac à plus long terme. J'en arrive à la fin de cette rapide présentation. Je vous laisse donc mon adresse mail et je vous remercie pour votre attention. Très bonne journée. Au revoir. Oui, donc présentation très intéressante de Marianne Hochet. Et on retiendra que notre GHU est très engagé, donc on est tous et tous nos établissements sur la bonne voie.
Sans transition et sans plus attendre, je laisse la parole à Fanny Mal qui va évoquer le sujet des formations, sujet indispensable pour la réussite de nos projets de lieux de santé sans tabac. Merci Wajdi et puis merci à l'ensemble des organisateurs pour votre invitation. Alors je suis donc, comme tu disais, Fanny Mal, je suis l'adjointe du directeur des centres de formation continue du campus Picpus et à ce titre, je représente donc la formation continue centrale de la PHP qui est et qui souhaite être un acteur et un soutien incontournable pour accompagner le déploiement de la démarche LSST au sein de notre institution et également de la stratégie, comme le disait à l'instant Marianne, école de santé sans tabac. Au regard des enjeux importants en termes de santé publique, l'ensemble des acteurs de santé doivent être formés au repérage précoce et à l'intervention brève en tabacologie. Il s'agit, ce qui était évoqué tout à l'heure par Guy Azoulay, d'un véritable changement de paradigme en démocratisant le repérage précoce qui ne relève pas effectivement de la seule compétence des professionnels d'addictologie. Notre enjeu, au niveau en tout cas de la formation, c'est d'accompagner ce mouvement, notamment juste par des actions de formation des professionnels qui ne sont pas, au risque de me répéter, des spécialistes en addicto et qui n'ont donc pas de formation spécifique. Il convient de leur proposer ainsi des dispositifs de formation sur des formats variés. Et il existe aujourd'hui différentes propositions qui ont comme vocation de s'adapter au mieux aux besoins, à la fois en termes de volumétrie et de la spécificité des environnements professionnels. Comme vous le voyez sur cette diapo, nous avons coordonné et puis créé avec le RESPAD, il y a déjà un certain nombre d'années, un dispositif de formation, une formation très complète qui est aujourd'hui sur une journée, qui est animée par des formateurs relais. Marianne évoquait cette formation de 250 formateurs relais formés par le RESPAD ou par notre centre de formation continue. Ces formations sont ouvertes à tous les professionnels de la PHP. Elles sont proposées bien sûr sur le campus Picpus. Certaines sessions peuvent aussi être délocalisées à la demande des GH. Elles proposent non seulement une actualisation des connaissances en tabacologie, mais surtout des mises en situation simulées, supervisées sur la pratique du RPIB et à la prescription des traitements de substitution nicotinique. Il existe également, on l'a vu dans les diverses interventions précédentes, des formations sur chaque site du GH et spécifiquement du GH Nord, avec des formats qui sont souvent peut-être un tout petit peu plus courts et qui sont mis en œuvre par les référents LSST et dans la continuité des décisions des COPIL LSST. Et enfin, Wajdi, tu évoquais tout à l'heure un e-learning qui a été créé par le CFC avec ta large contribution ainsi que celle d'Aude Assouan, de mon équipe et du pôle numérique de la formation et bien entendu avec le soutien du RESPAD et de la collégiale d'addictologie. Diapo suivante, s'il vous plaît. Ce e-learning, nous n'avons pas le temps de vous le présenter, mais il se veut être une complémentarité avec les formations en présentiel. Il est composé aujourd'hui, comme vous pouvez le voir complètement sur la droite, de ce qu'on appelle des tuiles pédagogiques qui représentent finalement des thématiques et qui proposent également des ressources et divers outils permettant l'accompagnement de ce sevrage tabagique et permettant également aux professionnels qui peuvent le faire de prescrire ces substituts nicotiniques. Il permet donc cet e-learning aussi de répondre à de nouveaux enjeux en termes de formation continue qui sont l'adaptabilité, l'accessibilité, la flexibilité. Je l'ai déjà dit, mais je me forme quand je veux, comme je veux, où je veux et quand je peux. Et donc, cela nécessite de notre part une adaptabilité selon des formats et au rythme de chacun, avec une diversité des fonctionnalités pédagogiques
sur des modalités ludiques et motivationnelles. Le GH Nord, diapo suivante s'il vous plaît, est le premier GH à mettre à disposition cet e-learning qui aujourd'hui est mis à disposition pour toutes les personnes formées au niveau de notre campus, et notre volonté est donc de le déploiement sur l'ensemble de la PHP avec une première expérimentation sur le GH Nord. Cet e-learning est proposé tous les mois. Les agents du GH peuvent s'inscrire selon les modalités habituelles auprès des services formation, ce qui permet d'avoir une traçabilité des inscriptions, mais également un suivi personnalisé dans les apprentissages des personnes inscrites. Ce lancement a débuté en mars. Les personnes qui s'inscrivent ont un mois pour réaliser la totalité de ce e-learning. Et je remercie encore à ce jour l'implication des services de formation continue coordonnés notamment par Thomas Bardot, mais je remercie l'ensemble de ses collaborateurs. Diapo suivante. Juste dire qu'à ce jour, et ce n'est qu'une première extraction, il y a depuis le mois de mars 56 personnes inscrites, 56 personnes inscrites venant de la Riboisière, Fernand Vidal, Bichat, Louis Mourier, Saint-Louis. Ces personnes ont relaté un taux de satisfaction important malgré parfois la complexité des premières connexions et de la familiarisation avec l'outil e-learning. Cet outil est bien sûr à vocation évolutive, avec une nouvelle thématique qui est en cours et qui concerne la prescription sur Orbis pour les personnels non médicaux. Changement de paradigme, nouvelle formation, accompagnement, sensibilisation, acculturation. Et je te remercie à nouveau, Wajdi, pour ton implication, ta confiance, ainsi que toutes les équipes qui, depuis un certain nombre de mois, travaillent sur l'accompagnement et de ces dispositifs et la prescription par les non-médicaux. Et je remercie également Laurence Roland-Burger pour ton soutien. Je vous affirme donc le soutien de la formation continue pour nous accompagner tous dans cette nouvelle dynamique, pour accompagner ces projets qui sont innovants et qui sont stimulants. Pour moi, ils sont stimulants car ils donnent et offrent aux professionnels de santé une véritable cohérence entre les valeurs du soin et la place d'acteurs qu'ils ont au service de la promotion de la santé, de la réduction des risques. Et donc aujourd'hui, la voie est tracée pour la stratégie LSST. J'ai le plaisir de me lancer, en tout cas, dans cette nouvelle aventure avec les écoles de santé sans tabac. Merci beaucoup, Fanny. Donc, juste au niveau de notre GHU, je pense que c'est très, très important de le souligner. Nous sommes les premiers à disposer de l'ordonnance sur Orbis et de la possibilité de prescrire, y compris par les infirmières, les kinésithérapeutes et les sages-femmes qui ont un numéro RPPS inscrit dans Orbis. Donc ça, déjà, c'est important à souligner. Le e-learning donc, est déployé sur l'ensemble de tout le GHU Nord. Et donc, Laurence Roland-Burger, ici présente, le sait. Nous travaillons activement sur l'ensemble de la PHP et tous ces dispositifs vont être diffusés sur l'ensemble de la PHP. Donc, pour finir, évidemment, parce qu'il est important de conclure, même s'il y aurait encore tellement de choses à dire, nous allons laisser la parole à Catherine Pogam, qui va pouvoir conclure cette grande rencontre des rendez-vous du GHU. Merci à tous. On continue. Je ne sais plus de... il l'a plus. Continuer à parler. Ah, peut-être petit imprévu. Catherine Pogam va nous rejoindre dans peu de temps. Elle arrive. Bon. Alors, bon, en tout cas, je pense qu'il y a peut-être des questions dans le fil de discussion. Attends. Si vous en avez, n'hésitez pas à prendre la parole.
En tout cas, pour faire écho à ce que tu disais, Wajdi, et ce que nous partagions avec Laurence Roland-Burger, cet outil du e-learning, tu le disais, c'est une première expérimentation sur le GH Nord. Et l'idée, c'est aussi de permettre l'accessibilité ensuite à tous les autres collègues et professionnels de santé au sein des autres GH de la PHP. Oui, tout à fait. Ce sont vraiment des innovations, des actions mises en place par le GHU Nord et qui sont présentées au comité de pilotage central GHU Siège et qui sont amenées à être partagées avec les autres GHU pour faire un seul e-learning, une seule ordonnance de prescription, lettre de liaison. Voilà, c'est tous ces outils et ces actions sont mises en commun vraiment pour l'ensemble des GHU. Voilà, c'est vraiment un partage d'actions, d'initiatives et d'informations au niveau de tous les hôpitaux de la paix. C'est l'ambition institutionnelle. Et point important pour toutes les personnes présentes, comme vous avez pu voir, donc il y a cette dynamique ambassadeur, donc tout le monde peut s'impliquer. Si vous êtes intéressé, si vous avez des questions, vous avez vu que Marianne Hochet a laissé son adresse mail, elle répondra à vos questions. Sur vos sites respectifs, il y a des copiles, donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux, les interroger, leur demander alors si vous êtes à Bichat, où est-ce qu'on en est. Vous pouvez solliciter Karine Sauvage, pardon. Si vous êtes à Beaujon, vous avez vu donc, Sophie Calamarides, Valérie Achard ou Monsieur Dupart, ou même Madame Rouvray. Si vous êtes à Robert Debré, il y aura aussi un copil. Donc, quel que soit le site où vous êtes, vous avez la possibilité de demander, d'interroger et de vous impliquer si vous le souhaitez. En tout cas, le prérequis e-learning n'est pas indispensable, mais il est utile parce que quand Fanny disait que quand on l'a fabriqué, on l'a pensé très large, il y a des tuiles sur ce qu'est la stratégie de santé sans tabac, il y a des tuiles sur donc la prescription, évidemment, sur la vape, tous les éléments de désinformation que l'industrie du tabac veut essayer de nous faire avaler concernant la vape qui serait nocive ou autre, sont évoqués. On a mis des outils pratiques. Donc, tout est aligné pour que nous puissions poursuivre nos démarches. Nous, la Riboisière, Fernand Vidal, donc là où je suis chef de projet, on vise la médaille d'argent et on espère pouvoir passer l'audit prochainement. Vous avez vu que Beaujon aussi. Je pense que Saint-Louis peut raisonnablement envisager dans les mois qui viennent d'obtenir la médaille d'or, je pense, parce que c'est bien avancé. En tout cas, on y travaille très activement et je connais bien l'audit, donc à mon avis, on n'en est pas très très loin, à l'instar de Gustave Roussy. Voilà, où en sommes-nous avec Madame Pogam? Non. Pour aller dans la continuité de ce que Wajdi Metelli partageait, nous avons et nous proposons aussi au niveau du campus cette formation que Marianne Hochet évoquait concernant les formateurs relais. Et donc, l'objectif et la finalité de ces formateurs relais, c'est ensuite de pouvoir animer et contribuer activement au déploiement de cette stratégie lieu de santé sans tabac et bien entendu de la nouvelle stratégie, puisque ça va faire 1 an que nous sommes impliqués dedans, école de santé sans tabac, que porte le directeur du CFDC par délégation. Le pilotage de ce projet me revient. En conclusion, vu que Madame Pogam ne peut manifestement pas se connecter, donc en tout cas, je conclus en quelques mots. Merci à tous vraiment pour votre attention et votre présence et votre implication dans cette démarche. Il est évident, au vu de tous les éléments qu'on a pu évoquer, que l'engagement de la PHP et l'engagement de tous nos sites du GHU, je me fais aussi le porte-parole d'Hélène Gilardi pour le GHU parce que je l'ai eu au téléphone hier et on est bien engagé dans cette démarche. Et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et sur tous vos sites, si vous êtes engagés dans des actions pour cette journée mondiale sans tabac, je vous souhaite une grande réussite dans vos projets. Bonne journée à tous. Au revoir.